Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il suffit que la foule prenne plaisir à la vision du spectacle. Aux initiés n'échappera pas dans le même temps sa haute signification. Goethe à propos de la flûte enchantée. Avant-propos. Le texte qui suit est la retranscription quasi littérale d'un morceau d'architecture que j'ai eu le plaisir de présenter, près d'une vingtaine de fois, dans des loges du Grand Orient de Belgique et du droit humain, entre 1990 et 1996. Très souvent, après la tenue, il m'en fut demandé le texte dont je remis la rédaction de mois en mois. Le voici. Après réflexion, j'ai choisi de lui laisser sa forme initiale. Il s'agit donc bien de la retranscription d'une conférence et non de son adaptation littéraire, même si certaines phrases qui auraient dû s'insérer dans un ouvrage plus sérieux, ont été reprises en guise d'illustration. Mes remerciements vont à Bernadette qui m'a aidé à la mise en page du manuscrit, et à Manuel qui en a assuré les illustrations. Je voudrais que cette plaquette ne soit point ennuyeuse ni prétentieuse. Mais comme un voyage dans le Midi, une promenade sur la plage, un apéritif à une terrasse ensoleillée, une tenue chaleureuse, qu'elle soit un moment de chaleur, d'amitié, de calme, de bien-être où l'esprit va butiner sans foi ni loi dans les jardins de l'imagerie maçonnique. Vénérables maîtres et vous tous, mes sœurs et mes frères en vos grades et qualités, cette planche se compose de 7 parties. Pourquoi cette conférence sur le symbolisme maçonnique ? Quelle est la place réelle du symbolisme dans l'univers maçonnique ? Une description rapide et une tentative de classement des symboles maçonniques. Une question fondamentale. Comment apprend-on si on apprend à lire les symboles maçonniques ? Ma théorie. 7 clés pour lire autrement le symbolisme maçonnique. Quelques exercices. Pour conclure. 1. Pourquoi cette conférence sur le symbolisme maçonnique ? C'est le résultat du hasard et de la nécessité. Je ne suis pas expert en symbolisme maçonnique. Je ne suis même pas un symboliste au sens que l'on accorde habituellement à ce mot. J'ai été orateur de ma loge durant 3 fois 1 an, et à la fin de la première année de cette charge, furent introduites dans le rituel 3 minutes de symbolisme, travail qui fut confié naturellement à l'orateur. De tenue en tenue, j'ai donc dû parler de symbolisme. J'ai promené les frères de ma loge d'objet en objet, de situation en situation, de symbole en symbole et en 1984, à l'occasion du 20e anniversaire de ma loge, on suggéra de rassembler, en vue d'une publication, tout ce qui avait été dit. C'est ainsi que naquit par hasard, une brochure intitulée, avec un clin d'œil, 33 repères symboliques pour une loge bleue, publiée sous le pseudonyme que je choisis de Pierre Dessert, S et R étant les initiales du nom de ma loge. Nous fûmes alors surpris de constater que cette brochure se vendit, pratiquement sans publicité, à près de 1500 exemplaires, qu'elle nécessita 3 tirages successifs et qu'il fallut l'accompagner de conférences dans de nombreux orients. Voilà pour la nécessité. Ceci dit, on peut se poser 3 questions. Faut-il parler de symbolisme maçonnique ? J'ai l'impression que oui, mais j'en doute parfois, dans la mesure où je continue à penser que cet aspect de notre vécu maçonnique pourrait rester du domaine privé. Comment en parler ? C'est une question difficile et je vous avoue mon étonnement chaque fois que je présente ce morceau d'architecture de trouver devant moi autant de sœurs et de frères sur les colonnes, parfois même certains qui viennent écouter une seconde ou une 3e fois une conférence qui, finalement, présente une matière qu'on qualifie souvent d'ennuyeuse, d'ésotérique, de délirante. Comment faire pour parler de symbolisme maçonnique en n'ennuyant pas les auditeurs et en donnant de ce symbolisme une idée dynamique, libertaire, une idée proche de nos préceptes ? C'est une grande difficulté. Quand faut-il parler de symbolisme maçonnique ? Ici, la réponse est plus nuancée. On le sait bien, le plus fréquemment on évoque le symbolisme maçonnique après l'initiation au 1er grade. Dans ce cas, le conférencier sait qu'il doit s'adresser de manière privilégiée aux nouveaux maçons sans trop s'encombrer des plus anciens. En réalité, il me fut le plus souvent demandé de présenter ce morceau d'architecture 6 ou 7 mois après l'initiation. Dans ce cas, la situation est différente et les publics sont différents. L'attitude du franc-maçon face au symbolisme maçonnique est généralement variable. Elle évolue toujours, mais rarement dans la même direction sous l'effet de l'âge maçonnique.
Partant le plus souvent de la méfiance ou du désintérêt, d'une curiosité discrète ou de son inverse qu'on pourrait qualifier de boulimie métaphysique ou d'intellectualisme philosophique, l'attente du maçon vis-à-vis de la chose symbolique ou rituelle aboutit trop fréquemment à un rejet progressif ou à une sorte d'acceptation très désabusée plutôt qu'à la progressive et sage maîtrise. Nous le savons bien, l'attitude du franc-maçon, c'est souvent un équilibre personnel entre le trop et le trop peu. Quant au symbolisme maçonnique, c'est un peu comme les épices. Trop peu d'épices et le plat ne goûte rien, trop d'épices et il goûte autre chose que ce qu'il est. 2. Quelle est la place réelle du symbolisme dans l'univers maçonnique ? Ma première et essentielle question est effectivement la suivante. Quelle est la place réelle du symbolisme dans l'univers maçonnique et plus particulièrement dans le vécu maçonnique personnel des frères et des sœurs ? Tentons une première réponse. Décrivons de l'extérieur la franc-maçonnerie. Nous savons qu'elle est une société tout à fait particulière qui fonctionne selon 4 mécanismes particuliers, indissociables et complémentaires qui font d'elle une association absolument unique dans l'histoire de l'humanité. C'est une société initiatique, mais dois-je expliquer ? C'est une société progressive, qui n'est pas nécessairement progressiste, dans la mesure où en perpétuel changement, elle vit selon les lois d'un dynamisme interne extraordinaire qu'elle tend par ailleurs à faire partager à ses membres. Beaucoup y sont appelés, mais peu entendent cet appel au changement. C'est une société rituelle dans la mesure où ses réunions, ses travaux, se font selon une organisation plus ou moins précise, plus ou moins rigoureuse qu'on appelle rite, ce qui me semble la bonne appellation ou rituel. C'est enfin une association symbolique car son environnement contient, recèle et s'enrichit de symboles qui sont plus ou moins identiques selon les lieux, les époques, les pays, les obédiences. À noter, première contradiction, qu'on confond allègrement rituel et symbolisme. On dit souvent d'une loge qu'elle est très symbolique, alors qu'on devrait dire qu'elle est très rituelle, les symboles n'étant qu'un fond, qu'un cisaurus, qu'un patrimoine commun, une sorte de legs transmis aux loges, comme on trouve dans les églises des objets récurrents et dans tous les lieux publics, par exemple les tribunaux, des objets qui par leur présence dénomment le lieu où l'on se trouve. 3. Une description rapide et une tentative de classement des symboles maçonniques. Afin de tenter de mettre un peu d'ordre dans ce chaos symbolique, je crois que le plus simple est de repartir de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire l'initiation au premier grade. Bien sûr, notre initiation fut une histoire personnelle avec des sentiments personnels, des émotions personnelles. Mais cette histoire est construite, brodée, organisée autour d'une trame symbolique commune que nous pouvons tenter de raconter comme suit. Après un passage plus ou moins long dans un cabinet de réflexion, au milieu d'un certain nombre d'objets et d'inscriptions symboliques, le profane est amené au parvis du temps. Un bandeau lui ôte l'usage des yeux, des mains et des jambes. Il ne peut parler seul, quelqu'un répond à sa place. On l'appelle madame ou monsieur, et on lui dit qu'il erre dans les ténèbres et qu'il cherche, qu'il aspire à la lumière. Le profane entre alors voûté dans le temple, parcourt 3 voyages symboliques qui se terminent chaque fois par une purification. Il reçoit la lumière et découvre une série impressionnante de symboles. Une chaîne d'union, l'épée flamboyante, des gants blancs, des tabliers, des cordons et baudriers maçonniques, le signe d'apprenti. Il martèle parfois la pierre à l'aide du ciseau et du maillet. L'équerre et le compas sont bien visibles. On fait allusion à d'autres symboles, la colonne du Nord, force, sagesse, beauté, une loge de Saint-Jean, 3 ans, les dimensions de la loge. Voilà donc un message symbolique impressionnant qu'il nous appartient de comprendre et de rationaliser, dans la mesure de nos moyens. Nous pourrions nous satisfaire de la longue liste, alphabétique ou thématique, reprise dans la plupart des ouvrages et par la plupart des auteurs. Cette manière de faire, somme toute assez commune, nous ferait manquer l'objectif essentiel de cette réflexion qui consiste à permettre à chacun de se construire un édifice conceptuel en ordonnant, assemblant, peaufinant un matériau brut, rude et complexe. Chacun le sait, la plupart du temps notre perception du symbolisme se construit à 3 niveaux progressifs qui parfois deviennent complémentaires. Tout d'abord, la collecte des éléments symboliques liés à l'initiation au premier grade qui, par leur effet de surprise, de nouveauté, de déorientation, s'impriment facilement dans la tabula rasa de notre jeune vécu maçonnique. Ensuite, la découverte active de symboles rencontrés à l'occasion des tenues ordinaires au premier degré qui par un effet répétitif, se fixent dans notre mémoire. Enfin,
L'assimilation imprécise et émotionnelle de différents éléments, messages, structures. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.